Ce que je vis mal, en fait, c'est pas le fait d'être une personne handicapée, c'est d'être une personne handicapée dans une société qui ne lui est pas adaptée. J'arrive pas à croire que j'ai passé 2 ans à me forcer à sortir alors que maintenant je peux même pas prendre le métro sans mon casque. Quand j'étais en 3e année de maternelle, pour des raisons de problèmes d'effectifs, je me suis retrouvée pendant les 2 derniers trimestres dans la même salle que les CP. La maîtresse d'école des CP, en fait, a reconnu un des premiers signes d'autisme chez l'enfant, qui est l'hyperlexie. C'est un trouble d'apprentissage de la lecture. On sait lire déjà à 4-5 ans, mais c'est pas une vraie lecture parce qu'en fait, on n'arrive pas à mémoriser. On m'a fait passer plusieurs tests pour voir en fait si j'étais ce qu'on appelait à l'époque en avance. J'ai effectivement été diagnostiquée avec un TSA, qui est un trouble du spectre de l'autisme. Il faut savoir qu'on est en 1994 et en fait à l'époque et encore aujourd'hui je pense la santé mentale c'est un sujet qui est un peu tabou dans les foyers caribéens et dans les communautés noires de manière générale. Il y a eu un petit peu un déni de la part de mes parents, surtout de mon père qui lui-même avait beaucoup de trauma en fait par rapport à la psychiatrie et ma mère nous a élevés en fait toute seule en précarité extrême et c'est vrai qu'on avait d'autres priorités que s'occuper de mon autisme. En comparaison à d'autres personnes autistes ou neuroatypiques, on peut pas dire que j'ai connu du harcèlement au collège. Quand j'étais à l'école et au collège, en fait, je me sentais différente et bizarre des autres, mais je pensais que c'était normal que les autres aient pas envie de devenir amis avec moi puisque j'étais bizarre. Je savais même pas que c'était un handicap, je savais pas que j'avais droit à des accommodations. C'était vraiment le flou total jusqu'à arriver à l'âge adulte quand j'ai commencé à m'éduquer moi-même sur le sujet. Quand j'étais au collège surtout, je faisais un peu tout pour me fondre dans la masse. Par exemple, je m'inventais des intérêts similaires aux autres pour essayer de faire partie des bandes alors que c'était pas forcément des choses qui m'intéressaient. Du coup, à cause de ça, en fait, j'ai jamais réussi à nouer des relations sincères. Pendant et après les études, je suis arrivée à Paris et j'ai voulu saisir cette opportunité en fait de changer d'environnement pour me faire des vraies relations, que ce soit des relations amoureuses ou amicales, parce que c'est quelque chose que j'avais jamais connu. À l'époque, je travaillais dans la mode, du coup j'ai commencé à beaucoup sortir et forcément c'est un milieu qui est quand même un milieu très social et comme c'est quelque chose que j'avais jamais eu, en fait j'étais vraiment attirée par tout ça. J'ai commencé à développer un alcoolisme social, d'une part parce que je voulais faire comme les autres, mais aussi parce qu'en fait je me suis rendu compte qu'avec l'alcool, c'était plus facile pour moi de supporter tout ce qui était surcharge sensorielle liée aux soirées. Quand j'étais ivre, j'avais l'impression d'être moins socialement inadaptée. À cette période, j'ai aussi commencé à développer du masking. Le masking, en fait, c'est quand une personne neuroatypique va copier le comportement des personnes neurotypiques pour mieux se fondre dans la masse et pour être acceptée. Du coup, je suis vraiment rentrée dans un cercle vicieux avec ça. L'accumulation des soirées, de l'alcoolisme et du masking, ça a fait qu'en fait, finalement, oui, j'ai réussi à développer des relations, mais c'était pas des relations sincères, finalement. Ce qui s'est passé, c'est que moi, souvent, j'étais beaucoup plus investie dans les relations que les autres personnes et j'étais souvent déçue puisque finalement, quand elle se rendait compte que je n'étais pas la personne qu'elle pensait que j'étais quand le masking s'arrêtait, elles étaient plus intéressées par moi. Aujourd'hui, quand je repense à cette période, j'ai vraiment l'impression de parler de quelqu'un d'autre. J'arrive pas à croire que j'ai passé 2 ans à me forcer à sortir alors que maintenant je peux même pas prendre le métro sans mon casque. Et je pense qu'à l'époque, je faisais beaucoup de validisme intériorisé. À cette époque d'ailleurs, je commençais enfin à comprendre ce que c'était être autiste. Et en fait, moi j'étais persuadée que la raison pour laquelle rien n'allait dans ma vie, c'était mon handicap et pas le fait que je me forçais à faire des choses qui n'était pas compatible en fait avec qui j'étais. J'ai aussi été diagnostiquée dyspraxique, c'est un trouble de motricité et aussi de perception dans l'espace. La dyspraxie, c'est vraiment le trouble avec lequel j'ai plus de difficultés au quotidien, mais surtout parce qu'en fait les gens ont du mal à comprendre que c'est pas juste de la maladresse et que c'est vraiment un trouble. On va avoir du mal à faire des gestes répétitifs qui peuvent sembler relativement simples. Par exemple, moi j'ai beaucoup de mal à verser d'un liquide dans un contenant, sachant que je fais de la cuisine, c'est un peu embêtant. Avec mon entourage, ça génère beaucoup de frustration. On a un souci avec la perception de l'espace. Par exemple, en ce moment, je suis en train de passer mon permis, donc forcément, ça me cause des difficultés. J'ai l'impression que quand je roule droit, c'est droit alors que c'est pas droit du tout. Toutes les personnes dyspraxiques n'ont pas le trouble visio-spatial. Je pense que ça touche beaucoup plus de personnes qu'on pense, et même pas forcément des personnes neuroatypiques. Et souvent, chez l'enfant, on dit qu'il est maladroit, ou par exemple, les gens qui ne marchent pas droit ou qui se cognent tout le temps, c'est pas normal en fait. Généralement en fait quand j'ai une crise autistique qui va venir, c'est souvent déclenché par un élément extérieur. Ça peut être par exemple une surcharge sensorielle extrême, ça peut être un changement dans ma routine qui va me contrarier, ou ça peut être en fait une situation de stress extrême. Il y a 2 types en fait de crise autistique, donc il y a le shutdown et le meltdown. Le shutdown en fait on va se replier sur soi-même. Je peux par exemple rester allongée pendant une semaine dans mon lit et ne rien faire, ne pas m'alimenter, ne pas aller aux toilettes, ne pas faire ma douche.
c'est important à ce moment-là que j'ai une personne en fait qui puisse être là pour m'aider en fait pour les besoins du quotidien. Et un meltdown, par contre, c'est très expressif, donc on peut très vite devenir violent pour soi-même ou pour les autres. Généralement, en fait, moi, quand je vais avoir des crises autistiques, le mieux, c'est que je sois un peu isolée, mais que je sache quand même qu'il y a une présence pour pouvoir venir m'aider si besoin. C'est pour ça que ça m'aide beaucoup, en fait, que ma mère soit avec moi. Je travaille aussi à côté en freelance dans l'informatique. Ça se passe super bien à ma mission actuelle. J'ai les accommodations dont j'ai besoin. J'ai le droit de mettre mon casque pendant le travail. Parfois, si j'ai de la surcharge sensorielle, je peux me mettre en télétravail. Le freelancing, ça permet d'avoir une certaine liberté. Et par exemple, si j'ai une mission qui se passe pas bien ou si on me donne pas les accommodations auxquelles j'ai droit, je peux quitter la mission quand je veux. Pour les personnes neuroatypiques, c'est quand même une meilleure option. Personnellement, je vis très bien avec mon handicap. Ce que je vis mal, en fait, c'est pas le fait d'être une personne handicapée, c'est d'être une personne handicapée dans une société qui ne lui est pas adaptée. Et moi, je suis persuadée que j'aurais beaucoup moins de crises autistiques si la société m'était adaptée. En fait, à l'origine, moi, je fais du contenu culinaire vegan sur les réseaux et j'ai commencé à parler de mon autisme justement parce qu'en fait, je recevais beaucoup de remarques très validistes. Il y avait par exemple des personnes qui commentaient ma façon de parler, qui commentaient le fait que je regarde pas forcément dans la caméra. Je le vis pas mal, au contraire, quand j'ai des haters, je leur réponds. L'autisme et le TDAH ne sont pas des maladies, ce sont des handicaps. Donc avant de venir insulter les gens, commence par utiliser les bons termes s'il te plaît. Suite à ça, en fait, j'ai eu beaucoup de retours positifs, donc soit de personnes concernées qui me disaient que ça leur faisait du bien que quelqu'un en parle, mais aussi des personnes non concernées qui me remerciaient parce qu'en fait, ils n'avaient pas du tout de connaissances sur le sujet. Et aussi des retours de personnes qui avaient des proches autistes et qui me disent qu'en fait mon contenu les aide à comprendre les personnes autistes de leur entourage. Pour moi, c'est important de faire de la sensibilisation à l'autisme et à la neuroatypie de manière générale pour qu'en fait la nouvelle génération ou les personnes qui sont diagnostiquées tardivement ou même les personnes qui sont en autodiagnostic puissent avoir en fait des représentations positives. Moi, par exemple, je suis une personne racisée, queer et une femme, tout court. Je sais que ça sort quand même du cliché et du stéréotype de l'autisme et du coup, je pense que moi, je sais que si quand j'étais au collège, j'avais eu des représentations comme ça se serait beaucoup mieux passé. Pour pouvoir mieux appréhender et comprendre mon handicap, en fait, j'ai lu beaucoup de ressources rédigées par des personnes concernées. Après, le problème, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup en français. On n'est pas beaucoup en France à en parler. Et à en parler, en fait, avec les bons termes et en étant inclusif, en essayant d'aider à la fois les personnes diagnostiquées et les personnes autodiagnostiquées, et surtout en incluant les minorités, que ce soit les personnes racisées ou queer, etc. Il y a un manga, en fait, qui est sorti qui s'appelle Une fille atypique, dont je fais la préface, et aussi à chaque numéro en fait je rédige des notes explicatives sur l'autisme pour expliquer par exemple les crises autistiques, comment se passe un diagnostic. Il y a des gens qui sont pas d'accord avec la représentation, sauf qu'en fait déjà c'est au Japon, donc il faut savoir qu'en Asie c'est un sujet très tabou, la santé mentale je pense encore plus qu'aux Caraïbes, et surtout le fait qu'il y ait un manga qui parle d'autisme et qui montre une fille autiste sans phare, c'est quand même déjà exceptionnel, donc forcément le manga n'est pas parfait. C'est déjà une très bonne chose en fait que la maison d'édition ait voulu s'entourer de personnes concernées pour écrire des notes explicatives et que ce thème soit abordé dans le monde du manga. Ciao mademoiselle!